que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en écoutant son histoire, il va me raconter différentes choses. Et bien entendu, en tant que spécialiste de l'accompagnement de personnes borderline, je vais avoir une grille qui va me permettre de faire des liens ou non entre son témoignage, son histoire, de manière à un petit peu plus savoir à qui j'ai affaire. Et pourquoi je vais penser au trouble borderline? Il y a différents points que je vais vous énumérer. Et selon la recherche du docteur Buy, Anakin manifeste 6 items sur 9. Donc, c'est ce qui a permis au docteur Buy d'en déduire qu'Anakin souffre du trouble borderline. Donc, je me suis un petit peu penchée sur la chose. Et donc, j'ai repris les items du DSM-4, qui est un support de diagnostic utilisé dans la profession. Et donc, le premier item est quand même le plus important, puisqu'il est dit que le borderline fait des efforts effrénés pour éviter un abandon réel ou imaginé. Or, dans l'histoire d'Anakin, tout bascule le jour où il apprend qu'il va être père, ce qui est en lien, bien entendu, avec sa propre histoire où il y a une absence de père. Il faut aussi savoir, élément important qui est peut-être son premier traumatisme, qu'il perd sa mère très très tôt. Donc, premier abandon, en tout cas un abandon extrêmement conséquent pour lui, absence de père. Et donc il apprend qu'il est lui-même père, et c'est à ce moment-là qu'il bascule. En tout cas, le premier basculement commence à s'opérer à ce moment-là, puisqu'il commence à faire des rêves récurrents, notamment un qui est un rêve qu'il interprète comme prophétique, où il voit sa femme mourir en couche. Et là, quelque chose bascule encore un peu plus. Donc, il a une peur terrible de la perdre, et son angoisse l'envahit chaque jour davantage. Et c'est ce qui va entraîner donc Anakin à commettre des actes qui va le faire basculer du côté obscur de la force, et qui va entraîner malheureusement le décès de sa femme. C'est-à-dire ce qu'il voulait éviter, il va le créer en voulant éviter. Donc là on a aussi tous les mythes samarcands, quand on fuit la mort finalement en la fuyant, on y va, enfin voilà, ça c'est un sujet plus philosophique. Mais donc si on en revient au point caractéristique du trouble borderline, là il est évident que la peur de l'abandon le ronge, et que toutes ces actions seront pour éviter la perte d'un être cher. Le deuxième thème est que le borderline a des relations interpersonnelles instables et intenses, caractérisées par l'alternance entre positions extrêmes d'idéalisation et de dévalorisation, ce qu'on appelle le clivage. Donc le borderline en général va chercher à l'extérieur ce qu'il n'arrive pas à donner lui-même, de l'estime, de la reconnaissance, de l'approbation, une consistance identitaire. Et comme le borderline ne s'estime pas, ne s'aime pas, il va perpétuellement douter de l'amour de son entourage. Ça ne sera jamais assez pour le convaincre qu'il est aimable et une bonne personne. Et dans l'histoire d'Anakin, il y a bien sûr Obi-Wan Kenobi, qui est son maître initiateur, sur lequel visiblement il a dû effectuer un transfert de père. En tout cas, Obi-Wan représente un père idéalisé. Et à partir du moment où il y a ce glissement, Obi-Wan passe de l'être référent, idéalisé, à celui qui dérange. Il va le rejeter parce que Obi-Wan est, avec sa parole sage, celui qui va apaiser les passions, qui va tenter de ramener Anakin
au rejet total parce que Obi-Wan ne tient pas le discours qu'Anakin veut entendre. Et de toute façon, Anakin est en crise, et donc forcément, le clivage s'accentue, de nombreuses manifestations dites passionnelles vont s'accentuer, motivées par cette terrible peur de la bombe. Le troisième point, le borderline a une perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image et de la notion de soi, le sentiment chronique de vide. Donc, en l'absence de consistance identitaire, le borderline va être ballotté par le regard des autres, le retour qui lui sera fait sur sa personne, là aussi, une valorisation ou non de ce qu'il est. Et dans l'épisode en question, Anakin va se retrouver face à ses pairs et ne va pas être choisi pour telle mission, ne va pas être valorisé tel qu'il le souhaite, et ça va encore un peu plus accentuer son sentiment d'être rejeté, d'être dévalorisé. Et il va à ce moment-là avoir différentes manifestations, on verra dans le point qui suit. Et donc il est dans une détestation de lui-même, il a un sentiment de vide, et dans ces cas-là, certains borderline peuvent entrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Ils peuvent devenir soit victimes, soit sauveurs. Et dans le cas de notre héros, soit bourreau, puisqu'il passe du côté obscur de la force. Le quatrième point, le borderline est impulsif dans au moins deux domaines potentiellement dommageables, dépendance compulsive, sexualité, toxicomanie, conduitarisme, trouble alimentaire. Et là où le docteur, lui, fait très fort, et on n'oublie pas que c'est un jeu pour pouvoir bien avoir une représentation consistante du trouble borderline, je le précise, le docteur, lui, part de l'idée que la fascination qu'Anakin a du côté obscur de la force, c'est ça sa dépendance. Et plus il y goûte, plus il en a envie et plus il a cette soif de pouvoir. Donc on imagine que la dépendance, au lieu que ce soit la drogue ou autre comportement compulsif, voilà, son comportement compulsif c'est ça, c'est de fasciner. Et d'ailleurs il y a des plans où on voit ses yeux injectés de sang, dilatés, comme une personne sous drogue. Donc c'est intéressant comme idée et comme métaphore. Le point 5, le borderline souffre d'une répétition de comportements, de gestes, de menaces suicidaires ou d'automutilation. Donc là, on en revient à cette addiction au côté obscur de la force et aussi cette propension à poser des actes qui finalement vont se retourner contre lui. On peut se demander si finalement les choix qu'il va faire pour éviter la perte de sa femme n'est pas aussi inconsciemment tout un processus d'auto-sabotage, puisqu'il ne s'estime pas, il ne s'estime peut-être pas à la hauteur de ses pairs, il pense certainement qu'il ne sera pas un très bon Jedi, et donc autant basculer de l'autre côté. Et voilà, c'est une illustration intéressante de l'automutilation, de l'auto-sabotage, etc. Le point 6, le borderline souffre d'instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Donc dans tout cet épisode, on voit, et aussi dans le précédent, Anakin passe par des états de colère, d'agacement, d'impatience, il s'assombrit très rapidement. Donc il y a des variations de l'humeur que l'on retrouve tout au long du récit. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant en termes d'illustration du trouble borderline. Et il va aller jusqu'à avoir des actes de violence vis-à-vis d'autrui quand il est vraiment sous l'usage de cette drogue qui est le côté obscur de la force. Donc il bascule de plus en plus dans un état pathologique de plus en plus marqué, jusqu'à ce qu'il s'autodétruise quasiment et devienne Dark Vador. Donc là, moi, je me suis interrogée en me disant que si j'imaginais donc Dark Vador venir sur une qualité,
je me suis interrogée, je me suis dit que finalement Anakin souffre d'un trouble borderline et qu'on peut imaginer que Dark Vador est basculé du côté du pervers narcissique. Donc ma conclusion serait que si je recevais Dark Vador en consultation, il est fort probable que je l'adresserais à un psychiatre, car on sait que les psychothérapeutes doivent éviter d'accompagner les pervers narcissiques, puisque cela peut être parfois un peu dangereux, en tout cas, pour ce type, enfin, en tout cas, l'accompagnement psychothérapeutique n'est pas tout à fait adapté à ce style de pathologie. Mais je me suis aussi imaginé que si Anakin était venu plus tôt en consultation, j'ai imaginé ce que cela aurait donné, ce qu'il serait devenu. Et c'est là où je trouve qu'il faut insister, c'est que le trouble borderline est souvent vu sous un angle très négatif. Et finalement, il est important de se souvenir que les borderlines sont des êtres hypersensibles, doués d'une empathie et d'une émotivité qui peuvent les rendre extrêmement empathiques, sympathiques. Ce sont souvent des gens assez intelligents. Et donc, si on imagine qu'Anakin soit venu consulter avant de basculer du côté obscur de la force, il aurait été très certainement un Jedi d'une grande qualité humaine, parce que, ayant vécu des expériences particulièrement marquantes, voire traumatisantes, il aurait su les dépasser et trouver un équilibre et une sagesse qui aurait fait de lui un très très grand Jedi. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, pour reprendre la fameuse phrase de la guerre des étoiles, il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, on aurait pu dire, un grand Jedi mit fin à la guerre des étoiles. Tout le monde se souvient de lui pour sa sensibilité, son humanité et son courage, et Anakin en restera pour toujours dans les mémoires. Bien. Avez-vous des questions? Oui. Avez-vous des questions par rapport à l'intervention qui vient de se faire? Je vous en prie, je vous remercie. Merci beaucoup de vos présences. Au revoir. On prendra l'exemple aussi, justement, tout le monde dire, parce que c'est pas chose très intéressant. Enfin, en quelques, c'est pas beaucoup de temps, c'est très très clair. Je tiens à préciser que ce n'est pas une maladie. Enfin, excuse-moi, je dis maladie, pardon. C'est un trouble. On insiste souvent là-dessus parce que justement c'est aidant pour les personnes ayant un trouble borderline de bien préciser que ce n'est pas une maladie, parce que ça sous-entend qu'il y a une régulation qui peut se faire, un rééquilibrage à trouver. D'autant qu'on sait qu'avant la quarantaine, à la maturité, pour les moins touchés, ça diminue, ouais, ça serait s'il y a un accompagnement thérapeutique. Ce qui est très différent des autres états, par exemple comme la schizophrénie, etc., qui sont irréversibles. Là, il y a toujours un travail possible, même si c'est un travail à long terme. Et là où c'est intéressant, je trouve, de faire le lien entre ce personnage, donc le film et le trouble, c'est que, enfin moi ça m'a posé question, il est dit qu'il y a aujourd'hui dans notre société plus de troubles borderline qu'auparavant, et on voit apparaître dans le cinéma des personnages comme cela, donc ça rejoint le thème de ce soir que tu as proposé. Voilà, on peut s'interroger de l'œuf ou de la poule. En tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus visible. En tout cas, l'art est toujours témoin de la société. Il intègre la société, il reflète la société, et puis de temps en temps, il influence aussi. Donc, on a toujours cette... parce que on a des personnes dans l'art qui sont
qui sont des meilleurs penseurs, on va dire en tout cas des penseurs parfois avancés, et donc qui devancent la société en la ciblant parfaitement dans son état d'âme. Or, la société, dans la masse de manière générale, n'est pas capable de percevoir ce qu'elle est sur le moment. Et les artistes ont cette sensibilité très souvent de capter ce qui va faire en fait le travail de l'historien plus tard. Parce que par la sensibilité, il capte ce qui est partie intégrante de la société. Et bien évidemment, art et affect, c'est normal parce que l'art est avant tout émotion. Si l'art n'est pas émotion, ce n'est pas de l'art, c'est complètement stérile. Mais art et société, c'est des choses qui ne peuvent pas se séparer. L'individu, l'artiste est un individu, et l'individu est un être au sein d'une société. J'ai pas compris complètement si vous, ce personnage est dans le domaine humain ou dans le domaine de la légende. C'est justement le jeu qui m'a été proposé, c'est de prendre un archétype, parce qu'aujourd'hui c'est devenu finalement un archétype, et de faire un pont avec la psychopathologie et les troubles borderline. Et donc il a quelque chose d'humain, jusqu'à ne plus l'être d'ailleurs, parce que quand il est d'Arvador, il est déshumanisé. C'est en ça que j'ai mis l'hypothèse du borderline narcissique, parce qu'il y a une relation qui n'est plus dans l'empathie, mais dans la relation à l'objet. Donc on n'en est plus du tout dans le trouble borderline. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. J'ai joué avec ça en fait. Il me semble que, quand vous l'avez dit artistique, il me semble qu'aujourd'hui c'est le personnage qui est étudié dans les facs pour réellement cibler les caractéristiques propres du borderline. C'est ce qu'en tout cas lui a mis lui a mis en place. Et j'avais lu, alors je ne sais plus dans quel article il y avait quelques mois, que dans certaines facs françaises, on prenait justement le modèle. Alors probablement sous l'influence de lui, mais lui est canadien, il me semble, c'est ça? Non, je ne sais pas, en tout cas il est CHU de Toulouse. Ah d'accord, mais je crois qu'il est québécois, je crois. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette dernière intervention? Est-ce qu'il y a des questions dans la généralité du séminaire, dans sa globalité? J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez pouvoir suivre d'autres séminaires, parfois qui n'ont absolument rien à voir avec l'art et l'affect et les affects. Et puis, je tiens à vous remercier, vous personnellement, d'être présent, d'avoir été présent. Je tiens à remercier aussi la gentillesse de nos intervenantes et la qualité de leurs interventions. Et enfin, je tiens à remercier Caroline, qui est restée debout toute la soirée, mais qui, sans sa gentillesse, on n'aurait pas pu être présent ce soir. Et donc, on la remercie tous très chaleureusement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.